Bonjour. Voilà, nous sommes chez Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous habitez un beau pays où il y a Oui. beaucoup de soleil, le ciel C'est est vrai. bleu. Et nous sommes chez Catherine parce que depuis 10 ans, elle est, on peut dire, persécutée pour des choses qui sont peut-être pas énormes mais qui, mises bout à bout, sont terribles et qui finalement lui gâchent la vie. Et on va parler un petit peu de tout ça dans le cadre de la parole qui est donnée aux victimes, puisque on peut considérer que depuis 10 ans, Catherine est victime des services fiscaux, tout particulièrement d'un inspecteur dont on ne dira ni le nom ni le lieu, mais qui donc s'acharne jour après jour sur la situation de Catherine. Alors, donc Catherine, on va faire rapidement un petit survol de votre vie. Donc vous avez commencé tout à fait simplement dans la vie, vous êtes faite toute seule, vous avez passé des diplômes les uns après les autres, qui vous ont amené à donc une licence en droit social, une licence en psychologie, voilà. Et vous avez donc au bout de cela eu une situation de directrice de crèche pendant 25 ans. 25 ans. Voilà. Donc ça c'est bien. Alors vous avez occupé des enfants pendant 25 ans? Oui. Ils étaient tout petits? Oui, ils sont très grands. On m'a même emmené les enfants des enfants. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah, vous avez eu les enfants des enfants. Oui, 25 ans, oui, c'est vrai. Bon. Puis donc cette crèche, qui était donc en partie financée par la collectivité, n'a pas pu finir, elle a fini par plus avoir de une crèche associative qui était financée et dont les dirigeants du conseil d'administration avaient galéré beaucoup trop et ont décidé d'arrêter l'activité. D'accord. Donc cette crèche a fermé en 2009. Oui. Donc, et là, donc, votre premier problème est arrivé, puisque un petit peu avant, puisque c'est en 2004, donc en 2004, vous aviez une vie de couple et vous vous séparez. Oui. Et comme vous êtes quelqu'un qui a toujours donc essayé de protéger votre capital et de créer un capital, vous êtes parti assez loin pour savoir que c'est important un capital. Bien sûr, bien sûr. Donc vous aviez une maison. Une maison, oui. Voilà. Et donc cette maison que vous aviez en couple, bien évidemment il a fallu la liquider quand vous vous êtes séparés. Tout à fait, oui. Et quand vous l'avez liquidée, alors cette maison était votre habitation? C'était mon habitation, oui, ma résidence principale. De votre époux aussi quand il habitait avec vous? Oui, et donc lui il a quitté les lieux, on va dire, une petite année avant, mais on était dans le cadre d'une séparation. Voilà. Et là, de manière invraisemblable, on vous a imposé sur la plus-value. Oui. Ah oui. Oui. Ça c'est quand même fou parce que tout le monde sait que le domicile personnel n'est pas soumis à plus-value lorsqu'on le vend, notamment quand on le vend dans le cadre d'une séparation. Oui. Malgré ça, tout le monde vous dit qu'il faut payer, le contrôleur, le notaire, tout le monde. Et donc vous payez, sur cette vente, vous payez la moitié à peu près de l'ordre de quelque chose de l'ordre de 50 000 euros, que vous êtes donc obligé d'abandonner là. Bon, bien. Donc première étape, première agression. Ensuite, vous achetez alors ensuite, vous rencontrez dans vos engagements politiques et bénévoles, vous rencontrez un autre politique bénévole, mais qui n'est pas du tout votre ami, ni votre compagnon, et vous décidez de vous associer pour un investissement en commun. Tout à fait. Donc dans ce cadre, donc vous achetez une maison. Comme on fait une association dans le cadre d'une entreprise, là c'était en l'occurrence une maison. Voilà. Donc une maison qui peut être considérée comme une maison de rapport, si on va plus loin. Et puis pour copartager les frais inhérents à cette donc propriété. Vous mettez vos capitaux en commun, vous achetez dans une indivision dont vous avez pratiquement 70% et c'est associé à 30%, et dans cette maison, vous avez chacun un appartement, et il vous reste des chambres pour que vous louez en maison d'hôte. Et là, de nouveau, alors là, ça devient très intéressant. On est dans des sommes qui vont devenir moins importantes, vous allez voir, c'est très intéressant au point de vue intellectuel. Et là, tout d'un coup, le contrôleur vous dit « Ah, mais ce monsieur n'est pas votre associé, c'est votre compagnon. » Tout à fait. Donc, c'est extraordinaire. Écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Donc, Catherine a une fille, mais comme elle est adulte, mais comme elle l'a élevée, elle a le droit à une part qui reste sur sa déclaration d'impôt. Et donc, notre contrôleur zélé lui dit « Mais non, comme vous vivez en concubinage, eh bien, on vous enlève cette part. » Oui, mais on n'a jamais fait, excusez-moi, on n'a jamais fait de déclaration commune. Enfin, voilà, non, mais vous, on a chacun notre. Vous ne vivez pas en concubinage, deux, vous êtes des associés. Vous êtes des associés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même, parce que là, c'est important, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus, ça veut dire que le fisc va inverser
le fonctionnement de la justice en France. C'est-à-dire, vous savez qu'on est présumé innocent. Donc quand le fisc prétend que Catherine et ce monsieur, son associé, vivent ensemble, en réalité, sont des concubins, et ils devraient normalement devoir en apporter la preuve, puisque eux-mêmes sont présumés innocents. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'en a pas la preuve, qu'il serait bien en peine. Il se contente de le dire. C'est elle qui doit amener la preuve qu'elle ne vit pas en concubinage. Elle amène la preuve qu'elle a un ami, elle amène la preuve qu'elle a une autre vie, elle amène ça, et malgré ça, le tribunal administratif, que nous connaissons très bien, la condamne. Coût de l'opération, 3 000 euros. Non, c'est pas tellement la somme, mais enfin quand même, c'est quand même scandaleux de prétendre que des personnes qui sont associées dans un immeuble où ils ont 2 appartements séparés, c'est quand même scandaleux de les déclarer concubins, alors que c'est faux. Enfin, mais la maison représente une entité totale, je vous dirais. On a 2 endroits séparés. On ne va pas dire qu'on est... Parce que lui, il est en bas, moi, je suis en haut, mais c'est la même maison. Bien sûr. Vous auriez peut-être dû faire un règlement de copropriété. Vous auriez peut-être solutionné... Oui, mais on ne paye qu'une taxe d'habitation, en fait. Oui. Oui. Enfin, ce qu'il y a de sûr dans cette affaire, c'est que vous perdez là-dessus 3 000 euros, mais vous perdez aussi cette part que vous auriez gardée à vie, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc c'est beaucoup plus de 3 000 euros. Hein. Donc vous perdez ça pour une affirmation non étayée et une accusation sans preuve. Donc c'est quand même intéressant. Quoi. Et puis enfin on arrive, alors parce que tout ça ne finit pas. Je ne suis pas sûre que la part sur un enfant maintenant est encore en cours, mais le nombre d'années où je ne l'ai pas eu... Oui, on aurait fait une somme plus importante. Alors ensuite, on arrive à... Parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, si vous voulez, c'est que finalement, vous battez pour votre bon droit, et plus vous battez, plus évidemment la pression augmente. Et donc, on arrive en continu, constamment. Cette pression reste là. Ce qu'il va y avoir après, quoi. Et on arrive maintenant à ces activités. Donc Catherine loue 3 chambres, vous avez 3 appartements. J'en ai 3 que je loue de façon plus importante, parce que j'arrive pas à m'occuper de tout, mais j'en ai 5. Vous en avez 5. Donc, elle loue en chambre d'hôte ou en appartement meublé 5 logements, exclusivement l'été, et donc sur les chiffres qui sont inférieurs aux loueurs en meublé professionnels, donc à des loueurs en meublé non professionnels. Et donc, l'hiver, lorsqu'elle entretient, réaménage ces choses, et qu'elle a eu d'autres activités, parce que ce n'est pas suffisant pour vivre, elle a eu d'autres activités, donc elle a eu à prendre des employés de maison, et ces employés de maison, sous prétexte, ça là aussi c'est extraordinaire, sous prétexte qu'elle a une activité, le contrôleur des impôts lui refuse ces employés de maison, qui sont des employés de maison, donc ils viennent faire le ménage, il les réintègre dans l'activité professionnelle, ce qui fait que, évidemment, ce n'est pas le même statut, et là encore, ça lui coûte 4 000 euros de plus. Même avec les attestations que j'ai fournies de mes employés, qui disent qu'ils ont bien travaillé pour moi. Voilà. Donc on est de nouveau, on est encore dans une histoire de présumé coupable, puisque le seul fait d'avoir une activité lui interdirait d'avoir des employés de maison. Oui. Donc c'est vraiment le principe du présumé coupable, alors que vous devriez être présumé innocent, et ce serait à eux de faire la preuve qu'ils n'ont pas pu faire, qu'ils ne feront pas. Le principe de la maison d'hôte, c'est de recevoir les autres chez soi. Alors, on ne peut pas d'un côté non plus avoir un chez soi sans le faire entretenir. Et quelle est la part de la maison, des chambres, c'est pas évident, quoi. Alors, le résumé de tout ça, c'est que finalement, vous avez quand même passé votre vie à travailler, beaucoup, sérieusement, intensément, et puis vous vous retrouvez complètement tétanisé, psychologiquement, parce que vous me disiez, Catherine me disait tout à l'heure qu'elle ne peut même plus passer devant la perception sans tension. Ouais. Donc c'est très important, c'est-à-dire que si vous voulez, le choc psychologique lourd que provoque pour le contribuable cette injustice constante d'être présumé coupable, d'être constamment sur le qui-vive en se demandant ce que je vais faire et que ça ne va pas être interprété différemment de ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est effectivement, alors que vous devriez être à la fin d'une vie où vous avez
bien travaillé, où vous avez un petit capital. Où je peux un peu améliorer l'ordinaire. Et au moment de profiter de ce capital, vous êtes agressé sans fin. Sans fin, puisque chaque fois, ce contrôleur... Depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans. Et chaque fois, ce contrôleur, évidemment, gagne. Au tribunal, il gagne. Moi, je ne vais pas jusqu'au tribunal, parce que c'est une histoire de moyens financiers. Parce que quand vous essayez de vous défendre, vous, c'est tellement d'un embryologie juridique qu'on n'arrive pas à dépatouiller le nœud du... C'est ça. Ouais. Et donc, moi, je ne prends pas d'avocat. Un avocat, c'est tout de suite 250 € pour aller lui dire un mot. Non, c'est bien plus que ça. C'est bien avocat, plus que c'est ça, 3 000 € sur une mais affaire. après, c'est 3 000 €. Non, mais c'est 250 € la consultation, et après, 3 000 € au minimum. Donc, voilà. Donc, ils m'en ont saisi ma retraite. Et donc, finalement, il a saisi votre retraite. Oui. Qui est une retraite que j'ai touchée de façon globale. Je l'ai touchée cumulée sur 6 mois, mais elle représentait que 645 € par mois. Et donc, pendant les 6 mois, je ne les ai pas eu, ces 645 €. Et ça a été vraiment terrible. C'est là que s'est déclenchée la phobie Donc, il y a des milliers de gens comme Catherine. Je trouve que d'abord, je voudrais la remercier d'avoir accepté de témoigner, parce que si vous voulez, la presse cite abondamment les contrôles fiscaux, les ministres citent abondamment la tricherie fiscale. Alors tout ça laisse supposer que le fisc s'en prendrait à des multimilliardaires qui vivent aux Bahamas ou je ne sais pas trop où. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tous les jours que des gens sont agressés. C'est le cumul de ces petites sommes qui font les sommes dont on vous parle. Ils n'ont pas été prendre, quand ils relèvent 15 milliards, c'est pas 15 milliards chez machin. C'est des petites sommes chez des tas de personnes dont ils bafouent l'honneur, dont ils bafouent le travail. Et bon, on ne prend pas toujours très bien quand on s'aperçoit en plus que c'est pas fait pour donner souvent quand même à des gens qui sont peut-être dans la misère et qui font absolument rien pour s'en sortir. Donc je c'est un peu désagréable. Et donc cette grande souffrance, on a du mal à la montrer. Parce que souvent les gens, ça a été difficile pour Catherine de dire ça donc devant une caméra. C'est vrai, il y a une certaine pudeur, il faut vraiment être poussé à bout, et c'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais, Catherine, on vous remercie infiniment. Sachez que vous n'êtes pas seul. Oui. Beaucoup de gens ont cette souffrance. Beaucoup de gens sont désespérés. Ça casse les bras, ça paralyse l'enthousiasme économique des Français. Mais là, la fin de cet entretien, je me sens complètement comme si j'étais là-bas. Oui, ça vous fait remonter. Oui, ça me fait remonter tout. Toutes ces choses. Merci beaucoup. Au revoir, Catherine. Au revoir.